Par une froide soirée de février 1998, l'officier Michael Torres obtient un mandat de perquisition au domicile d'Arthur Holloway. 3 heures plus tôt, un patrouilleur avait arrêté le thanatopracteur pour excès de vitesse et remarqué une goutte de sueur sur la tempe de son étrange passagère, détail impossible pour un objet inanimé. Maintenant, en entrant dans une vieille demeure victorienne à la périphérie de la ville, Torres pensait que le propriétaire n'était qu'un collectionneur excentrique de mannequins hyper-réalistes. Dans un coin du salon, éclairé par la douce lumière d'un lampadaire, une jeune femme vêtue d'une robe vintage des années 50 lisait un livre ouvert. Sa posture était parfaite. Dos droit, tête gracieusement inclinée, doigts figés sur la page. L'agent Michael Torres s'est approché pour examiner les détails du travail. Sous l'épaisse couche de maquillage et de poudre de théâtre, il a senti quelque chose d'anormal, une légère odeur de sueur et d'urine qui flottait à travers des litres de parfum bon marché. Et puis, il a vu quelque chose qui l'a poussé à sortir son arme de service. Une vraie larme roulait sur le visage immobile et cireux. Le 23 avril 1997, Melissa Chen est en retard à la répétition. Cette étudiante en théâtre de 22 ans travaille le soir dans un petit studio de danse situé à la périphérie de la ville où elle enseigne la danse classique aux enfants. Ce jour-là, la dernière élève était en retard. La fillette ne parvenait pas à maîtriser une pirouette et Melissa est restée avec elle une demi-heure de plus. Elle était le genre de personne qu'Arthur Holloway qualifierait plus tard de trop remuante. Les gestes constants de la main, l'habitude de se coiffer, l'incapacité de rester immobile plus d'1 minute. La danse était sa vie, le mouvement son état naturel. Même en attendant le bus, elle faisait des battements imperceptibles ou étirait ses pieds. À 19h42, la caméra de sécurité a enregistré Melissa quittant le studio. Normalement, elle descendait la rue principale jusqu'à l'arrêt de bus. 15 minutes à vive allure. Mais ce soir-là, ils étaient en train de changer le tarmac et elle a dû tourner à travers un vieux bloc industriel. Le raccourci à travers le terrain vague lui permet de gagner 5 minutes. La caméra de la station-service la montre passant devant un entrepôt abandonné. Elle a tourné au coin d'un bâtiment en briques et disparaît à jamais. 3 heures plus tard, sa colocataire a signalé sa disparition. La police n'a commencé les recherches que 48 heures plus tard, ce qui est la procédure habituelle pour les adultes. À ce moment-là, Melissa était allongée sur une table métallique dans le sous-sol d'Arthur Holloway, paralysée par 20 mg de vécuronium en intraveineuse. Elle voyait tout, entendait tout, comprenait tout, mais elle ne pouvait pas bouger un doigt. Arthur travaille méthodiquement. D'abord, la sonde urinaire, l'hygiène est primordiale. Puis, un cadre métallique, semblable à ceux utilisés pour soutenir les membres cassés, mais modifiés. Des attaches en fil de fer aux poignets, aux coudes et aux genoux. Un corset de barres d'armature pour soutenir la colonne vertébrale. Tout cela était caché sous ses vêtements, une magnifique robe bleue qu'il avait achetée spécialement pour elle dans un magasin de souvenirs. Le maquillage a été appliqué en plusieurs couches. D'abord, une épaisse couche de cire théâtrale pour cacher la couleur naturelle de la peau. Puis, de la poudre, beaucoup de poudre, du fard à joues sur les joues, de l'ombre sur les paupières et du rouge à lèvres sur les lèvres. Transformer une personne vivante en marionnette prend environ 4 heures. Melissa est devenue la pièce à conviction numéro 14 de sa collection. Arthur l'installe dans un fauteuil près de la fenêtre. Un livre
de poésie d'Emily Dickinson dans les mains. Toutes les 6 heures, il lui administre une nouvelle dose de myorelaxant. Toutes les 12 heures, il ajuste son maquillage. Elle est restée ainsi pendant 9 jours, jusqu'à ce que son cœur s'arrête à la suite d'une thrombose de l'artère pulmonaire. Mais ce n'est pas l'histoire de la mort de Melissa Chen, c'est l'histoire d'un homme qui pensait donner l'immortalité aux gens en les réparant dans un moment de repos éternel. L'histoire d'un thanatopracteur d'une ville de province qui a passé 5 ans à transformer des personnes vivantes en sa famille parfaite et silencieuse. Arthur Holloway est né en 1962 ans, fils d'un propriétaire de pompes funèbres. Son père, Raymond Holloway, était la 3e génération à diriger la seule entreprise de pompes funèbres de la ville. Sa mère est morte en couche, un fait que son père n'a jamais laissé son fils oublier. Arthur a passé son enfance dans une demeure victorienne dont l'étage inférieur servait de salle de réception pour les familles en deuil. Il a grandi dans l'odeur du formaldéhyde, des voix étouffées et des gens en noir. Les enfants du quartier l'évitent, en partie à cause de la profession de son père, en partie à cause d'Arthur lui-même. C'était un garçon tranquille, qui préférait observer plutôt que participer. Les enseignants notent son attitude distante et son incapacité à maintenir un contact visuel pendant plus de quelques secondes. Raymond a élevé son fils avec une froide méthode. L'émotion était considérée comme une faiblesse dans leur maison, une manifestation du chaos que son père méprisait. Lorsqu'Arthur eut 12 ans, son père l'emmena pour la première fois dans l'atelier du sous-sol où l'on pratiquait l'embaumement. La plupart des enfants auraient été effrayés. Arthur est resté immobile et a regardé son père travailler sur le corps d'une femme âgée. Il dira plus tard aux enquêteurs que c'est à ce moment-là qu'il a vu la perfection pour, la première fois, un homme qui ne ferait plus jamais d'histoire, ne crierait plus et ne décevrait plus jamais. À l'âge de 16 ans, Arthur aide déjà son père à préparer les corps. Il maîtrise la technique du maquillage, apprend à donner au visage une expression paisible et à fixer les membres dans des poses naturelles. Travailler avec les morts lui est plus facile que de communiquer avec les vivants. Les morts ne posent pas d'ines ch'imaginons. Ne demande pas d'attention, ne bouge pas de manière imprévisible. À l'école, il était considéré comme étrange, mais inoffensif. Il ne participait pas au conflit, ne montrait pas d'agressivité et se contentait d'exister à la périphérie de la vie sociale. Le seul incident consigné dans son dossier scolaire s'est produit en dernière année. Arthur a apporté à son cours de biologie un album élaboré contenant des photos de personnes décédées provenant des archives familiales. Il ne comprenait sincèrement pas pourquoi ses camarades de classe réagissaient avec dégoût. Pour lui, il s'agissait simplement d'une collection d'œuvres réussies. Après avoir terminé ses études, Arthur obtient une licence de thanatopracteur et entre officiellement dans l'entreprise familiale. Son père meurt d'une crise cardiaque en 1987, laissant à son fils une maison, un bureau et un isolement total du monde extérieur. À l'âge de 25 ans, Arthur vit seul dans un immense manoir, travaille avec des corps la nuit et n'a que peu de contact avec des personnes vivantes, à l'exception des parents endeuillés de ses clients. Les voisins le décrivent comme un homme calme et poli, qui disait toujours bonjour, mais ne tenait jamais de conversation. Il ne participait pas aux événements de la ville, n'avait pas d'amis et ne sortait pas avec les femmes. Son seul passe-temps était de collectionner des meubles anciens des années 50, une époque qu'il considérait comme le summum de l'ordre esthétique. À l'automne 1992, le corps de Caroline Murphy, 20 ans, étudiante en théâtre tuée dans un accident de voiture, est amené au funérarium Holloway.
Ses parents ont demandé un cercueil ouvert et Arthur doit reconstruire le visage abîmé par le choc. Il y a travaillé 3 nuits d'affilée, couche de cire après couche de cire, lissage des contours, harmonisation des couleurs. Lorsqu'elle fut terminée, Caroline semblait s'être endormie, sereine, immobile, parfaite. Arthur resta assis à ses côtés jusqu'à l'aube, incapable de détourner le regard. Lors de l'enterrement, il est sorti de la cave pour la première fois depuis des années, afin d'observer les réactions des gens. La mère de Caroline sanglotait si fort qu'elle a dû être emmenée hors de la salle. Son père se tenait debout, le visage pétrifié. Les amis de la défunte chuchotaient, se recoiffaient, consultaient leur téléphone. Certains ont même ri de cette blague déplacée. Arthur observe le chaos, les mouvements saccadés, les grimaces, et ressent un dégoût grandissant. Puis il tourna son regard vers Caroline dans le cercueil. Elle était la seule dans la pièce à avoir gardé sa dignité, la seule à ne pas gâcher l'instant avec son agitation. Cette nuit, là, Arthur descendit dans la cave et resta assis dans le noir pendant un long moment. Plus tard, lors de ses interrogatoires, il décrira ce moment avec une clarté effrayante. Il a compris que la mort n'était pas une fin, mais une libération. Libération du chaos du mouvement, de la laideur des émotions, de la vanité sans fin de l'existence. C'est alors qu'il a eu la pensée qui a tout changé. Pourquoi attendre la mort d'un homme quand on peut lui donner cette perfection de son vivant ? Il ne voyait pas cela comme un meurtre. Dans sa logique, il allait sauver des gens, surtout ceux qui souffraient le plus, ceux qui ne pouvaient pas s'arrêter, qui ne pouvaient pas se taire. Des danseurs, des acteurs, des étudiants, des jeunes, dont l'énergie lui semblait être une maladie qu'il fallait soigner. Arthur passe les mois suivants à se préparer. Il étudie la littérature médicale sur les myorelaxants, expérimente des dosages sur des animaux errants et transforme le sous-sol de la maison de ses parents en une réplique exacte d'un salon des années 50 avec des meubles d'époque, des lampadaires et des étagères. Il a même installé une isolation phonique, expliquant à l'entrepreneur qu'il voulait un home cinéma. Au printemps 1993, tout est prêt. Sa première victime est Marcus Wayne, un étudiant en danse de 19 ans qu'Arthur a repéré à un arrêt de bus. Marcus était constamment en mouvement. Il tapait du pied, claquait des doigts, secouait la tête au rythme de la musique diffusée dans ses écouteurs. Pour Arthur, il était l'incarnation du chaos qu'il fallait réparer. Le système créé par Arthur Holloway a fonctionné pendant 5 ans. Pendant cette période, il a kidnappé 17 personnes et en a fait sa famille parfaite et silencieuse. Arthur Holloway opérait selon un système précis qu'il perfectionnait depuis 5 ans. Ses méthodes se caractérisent par une précision chirurgicale et une rationalité effrayante. Ce n'est pas un prédateur impulsif, c'est un collectionneur au plan impeccable. Le choix des victimes obéit à des critères stricts. Arthur recherchait des jeunes hommes entre 18 et 25 ans ayant ce qu'il appelait une posture noble. Dos droit, traits expressifs, physique bien proportionné. Il fréquente les studios de danse, les productions théâtrales des collèges locaux, les cafés près du campus universitaire. Il observe pendant des heures, parfois des semaines, avant de prendre une décision. Paradoxalement, il a choisi ceux qui bougeaient le plus. Des danseurs qui ne tiennent pas en place, les acteurs qui gesticulent, les étudiants qui consultent constamment leur téléphone, se coiffent, tambourinent sur leur bureau. Dans sa logique tordue, ce sont ces personnes qui ont le plus besoin de s'évader de leur propre vanité. Les enlèvements ont eu lieu le soir, dans des endroits peu éclairés et sans caméra de sécurité. Arthur utilisait son fourgon funéraire, une voiture qui n'éveillait pas les soupçons, même lorsqu'elle était garée dans des endroits et à des heures bizarres. Il abordait les victimes sous prétexte de leur demander de l'aide. Un moteur qui cale, une adresse perdue,
des papiers oubliés. Le contact ne durait pas plus de 30 secondes, soit exactement le temps nécessaire pour injecter de la succinylcholine dans le cou. L'effet du médicament a été instantané. La victime a perdu le contrôle de ses muscles mais est restée parfaitement consciente, un effet classique d'un myorelaxant dépolarisant. Arthur a mis le corps effondré dans une camionnette et l'a conduit jusqu'à son manoir, situé à la périphérie de la ville. Il n'y avait pas de voisins à proximité. La maison la plus proche se trouvait à 1,5 km. Le sous-sol a été aménagé pour servir à la fois de salle d'opération et de scène. Murs insonorisés, éclairage chirurgical brillant au-dessus d'une table en métal, et à côté, un salon des années 50, reconstitué avec des fauteuils en velours, des lampadaires et des étagères. Arthur a appelé cet espace la galerie. La procédure de conversion a duré de 4 à 6 heures. D'abord, un cathéter et une perfusion pour maintenir l'hydratation. Puis, l'armature métallique, des broches sur les articulations, un corset fait de barres d'armature pour fixer la colonne vertébrale, le tout caché sous les vêtements. Arthur a acheté au préalable des vêtements vintage dans des magasins d'occasion, robes, costumes, accessoires, d'une époque qu'il considère comme la référence en matière d'esthétique. Le maquillage a été appliqué en plusieurs couches, cire théâtrale pour unifier la texture de la peau, poudre dense, fard à joues, ombre, rouge à lèvres, le tout dans des couleurs sourdes et nobles. La touche finale, des litres de parfum bon marché pour masquer l'inévitable odeur de sueur et de sécrétion physiologique. Toutes les 6 heures, Arthur administre une nouvelle dose de vécuronium, un myorelaxant non dépolarisant dont la durée d'action est plus longue. Toutes les 12 heures, il ajuste son maquillage et repositionne ses membres pour éviter la formation trop rapide des scars. Il parle à ça à ses paraspièces à conviction, leur fait la lecture à haute voix et leur fait écouter de la musique des années 40 et 50. Il y avait 3 ou 4 victimes actives au sous-sol en même temps. Arthur les installe dans des fauteuils, les place près de la fenêtre avec un livre, les fait asseoir à table. Il crée des scènes de vie familiale idéales, dîner, lecture, soirée tranquille au coin du feu. Les victimes se voyaient, entendaient sa voix, sentaient chacun de ses gestes, mais ne pouvaient pas bouger. L'espérance de vie moyenne dans sa galerie était de 9 à 14 jours. Les causes de décès étaient prévisibles. Thrombose veineuse profonde due à l'immobilité, embolie pulmonaire, infection urinaire, septicémie due aux escarres. Lorsqu'une victime décédait, Arthur enterrait le corps dans les bois, derrière la maison, et se mettait à la recherche d'un remplaçant. Chaque année, sa confiance grandit. Les premiers enlèvements ont lieu à plusieurs mois d'intervalle, en choisissant soigneusement le moment. En l'an 1996, les intervalles se réduisent à 3 ou 4 semaines. Il est devenu moins prudent quant aux endroits où il se rendait. Une fois, il a enlevé une victime sur le parking d'un centre commercial en plein jour. La police n'a pas relié les disparitions en une seule série. Les victimes appartenaient à des groupes sociaux différents. Ils avaient disparu dans des quartiers différents de la ville et n'avaient pas de connaissances communes évidentes. La procédure standard pour les adultes disparus, une période d'attente de 48 heures avant d'entamer a donné à Arthur beaucoup de temps. Lorsque la police a commencé à chercher, l'homme était déjà assis dans le fauteuil de son salon au sous-sol, maquillé, méconnaissable. La seule menace sérieuse s'est produite à l'automne 1996. Un voisin habitant à 1,5 km du manoir décide de promener son chien dans les bois et remarque un monticule de terre fraîche. Il appelle la police, mais l'officier de service n'y voit qu'une activité d'animal sauvage. Personne n'est venu vérifier. Arthur a pris connaissance de l'appel par l'intermédiaire d'une connaissance au poste de police. Les pompes funèbres coopéraient
régulièrement avec la police et a passé les 3 mois suivants à attendre son heure avant de poursuivre. En février 1998, 17 personnes faisaient partie de sa collection. 13 d'entre elles reposent dans des tombes peu profondes derrière la maison. 4 d'entre elles étaient encore assises dans le salon du sous-sol lorsqu'Arthur a commis l'erreur qui a détruit tout son système. Le 12 février 1998, Arthur Holloway prend une décision qui brise 5 années de travail parfait. L'une de ses pièces à conviction, Nicole Baker, 23 ans, ancienne élève de ballet, commence à montrer des signes de défaillance cardiaque. Sa peau a pris une teinte grisâtre que même une épaisse couche de maquillage ne parvient pas à dissimuler. Arthur décide qu'elle ne convient plus à la composition et prévoit de la remplacer. Le problème, c'est qu'il a déjà une nouvelle victime en tête, une serveuse d'un café de l'autre côté de la ville. Pour gagner du temps, Arthur a décidé de combiner les 2 voyages. D'abord emmener Nicole dans les bois pour l'enterrer, puis aller chercher la nouvelle invitée. Mais il est trop risqué de transporter le corps dans une camionnette ouverte des pompes funèbres pendant la journée. Cela pourrait attirer l'attention. Pour la première fois en 5 ans, Arthur a dérogé à ses propres règles. Il installe Nicole, paralysée, sur le siège avant de sa voiture privée, lui maquille le visage avec un masque de cire et lui met des lunettes noires. De l'extérieur, elle devait ressembler à une passagère endormie ou, à tout le moins, à un mannequin d'exposition que le propriétaire d'un magasin d'antiquités déménageait dans un nouvel endroit. Une chose qu'il n'a pas prise en compte, c'est le chauffage de la voiture. Cette année-là, le mois de février était froid. Alors Arthur a mis le chauffage à fond. Lorsque l'officier de police David Connelly l'arrête pour excès de vitesse de 15 miles au-dessus de la limite autorisée, la température dans l'habitacle a suffisamment augmenté pour déclencher la seule réaction physiologique que les myorelaxants n'ont pas bloquée, la transpiration. L'agent Connelly s'est approché de la fenêtre du conducteur et a demandé une pièce d'identité. Arthur tendit son permis de conduire avec sa politesse habituelle. Connelly a jeté un coup d'œil à la passagère, une femme immobile, vêtue d'une robe vintage et portant des lunettes noires, et lui a de ses... Si elle allait bien. Arthur répondit qu'il transportait un mannequin d'exposition pour une foire d'antiquités. Connelly acquiesça et s'apprêtait à regagner sa voiture lorsqu'il le remarqua. Une petite goutte de sueur perlant sur la tempe du mannequin sous une couche de maquillage. Un détail impossible pour un objet inanimé. Il a exigé qu'Arthur sorte de la voiture. Ce dernier se dirige vers la portière du passager. Il enlève les lunettes noires de la femme et voit des yeux grands ouverts qui le fixent, des yeux pleins de terreur et de supplication, les yeux d'une personne vivante dans un corps complètement immobile. Arthur n'a pas tenté de s'enfuir. Lorsque Connelly a dégainé son arme de service et lui a ordonné de se mettre à terre, le thanatopracteur a lentement levé les mains avec une expression de profonde déception sur le visage. L'officier se souviendra plus tard que Holloway n'avait pas l'air effrayé mais agacé, comme un artiste dont le travail a été interrompu à un moment inopportun. La seule chose qu'il a dite avant d'être menotté, c'est que, de toute façon, elle ne convenait pas à la scène. Un mandat de perquisition a été obtenu dans les 3 heures qui ont suivi. L'équipe de perquisition est entrée dans le manoir Holloway vers 21h ce soir-là. Au sous-sol, ils ont trouvé 4 personnes, 3 femmes et un énorme de vêtements anciens et assises sur des chaises autour d'une table. Les 4 personnes étaient vivantes.
Tous les 4 étaient pleinement conscients. Aucune d'entre elles ne pouvait bouger. La police scientifique a travaillé sur le site pendant 48 heures. Le géoradar a détecté 13 sépultures peu profondes dans les bois situés derrière la maison. Les corps étaient à différents stades de décomposition, allant de restes squelettiques à des cadavres relativement préservés. La police scientifique a identifié toutes les victimes à partir des dossiers dentaires et des fragments d'ADN. L'enquête a permis de reconstituer la chronologie des crimes à partir des notes d'Arthur. Il tenait un journal détaillé dans lequel il notait la date d'enlèvement de chaque victime, le dosage des drogues utilisées, la durée de la vie dans la galerie et la cause du décès. Les notes sont rédigées d'une écriture soignée, sans le moindre commentaire émotionnel, de pures statistiques, comme un rapport de comptable. Le procès d'Arthur Holloway a débuté en septembre 1998 et a duré 4 mois. L'accusation lui reproche 17 chefs d'accusation d'enlèvement, 13 chefs d'accusation de meurtre et 4 chefs d'accusation de tentative de meurtre. La défense insiste sur l'aliénation mentale de l'accusé. Une évaluation psychiatrique a révélé que Holloway souffrait d'un trouble grave de la personnalité avec des éléments de narcissisme et de syndrome obsessionnel compulsif. Les experts ont noté son incapacité totale à éprouver de l'empathie et sa fixation pathologique sur le contrôle. Toutefois, il était pleinement conscient du caractère répréhensible de ses actes et a été jugé sain d'esprit. Les 4 survivants ont été les principaux témoins de l'accusation. Tous ont subi des dommages permanents à leur système nerveux en raison d'une exposition prolongée à des myorelaxants et d'une immobilisation forcée. 2 d'entre eux tenant que se déplaçaient en fauteuil roulant. Une femme a perdu partiellement la vue. Un homme souffrait de tremblements chroniques et d'attaques de panique. Ils ont témoigné à tour de rôle, décrivant les jours et les semaines qu'ils avaient passés dans le sous-sol de Holloway. Leur voix était plate, trop plate pour les histoires qu'ils racontaient. L'un des jurés avouera plus tard à des journalistes que c'est cette monotonie artificielle qui l'a le plus impressionné. Les gens parlaient de leur expérience de l'horreur comme s'ils lisaient le mode d'emploi d'un appareil ménager. Arthur Holloway a écouté les témoignages sans émotion apparente. À plusieurs reprises, il a pris des notes dans son carnet. Lorsqu'une victime a décrit comment elle avait senti son corps mourir lentement jusqu'à ce qu'elle ne puisse même plus crier, Holloway a secoué la tête, un geste qui pouvait être interprété comme un désaccord ou une déception. Lors de sa dernière déclaration, l'accusé a refusé de s'excuser. Au lieu de cela, il a fait un bref discours sur le fait que les gens ne comprennent pas la valeur de la paix, que la circulation est une maladie du monde moderne et qu'il essayait seulement de montrer à ses invités une autre façon d'être. Le juge l'a interrompu au bout de 3 minutes. Le 23 janvier 1999, le jury a rendu un verdict de culpabilité pour tous les chefs d'accusation. Arthur Holloway est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il accepte le verdict avec la même expression de déception tranquille que celle avec laquelle il s'était rendu à la police l'année précédente. Le manoir Holloway a été démoli à la demande des autorités de la ville. Un petit parc nommé en l'honneur de l'une des victimes a été construit à sa place. Le salon funéraire, qui avait fonctionné pendant 3 générations, ferma définitivement ses portes. Personne dans la ville ne voulait lui confier le corps d'un être cher. Mais pour une raison ou une autre, l'affaire Holloway n'a pas eu de suite. Les journaux locaux ont écrit quelques articles sur lui, les nouvelles régionales l'ont mentionné dans un article sur le crime, et c'est tout. L'histoire de ce monstre de petite ville a été noyée dans un flot d'autres nouvelles et oubliée en dehors du comté dans les mois qui
qui ont suivi le verdict. Les 4 survivants ont été indemnisés par l'État et ont créé un fonds d'aide aux victimes d'enlèvement. Aucun d'entre eux n'a repris sa vie d'avant. Une danseuse qui rêvait de monter sur scène travaille aujourd'hui comme conseillère pour une ligne d'assistance. Elle dit qu'elle ne peut plus regarder les gens immobiles, même dans la file d'attente d'un magasin. Arthur Holloway est détenu dans une prison fédérale de haute sécurité. Selon les autorités pénitentiaires, il passe le plus clair de son temps dans sa cellule, ne communique pratiquement pas avec les autres prisonniers, refuse toute interview. Son seul passe-temps est la lecture de livres d'histoire de l'art. Il préfère les albums sur la sculpture. Certains crimes défient toute explication simple. Il n'entre pas dans les catégories habituelles de la cupidité, de la vengeance ou de la passion. Arthur Holloway ne détestait pas ses victimes. Il croyait sincèrement qu'il leur rendait service. Et c'est peut-être ce qui rend son histoire si difficile à suivre. Non pas les crimes eux-mêmes, mais la logique effrayante qui les sous-tend. La logique d'un homme qui, en regardant des personnes vivantes, ne voyait que de la matière pour sa collection silencieuse.